de Toulouse pour vous présenter les différentes étapes. Bonjour à tous. Je regarde juste parce que je vois... Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer si tout le monde entend bien Alors, je vous propose de fermer et de vous reconnecter. On va attendre quelques instants. Il y a eu peut-être un petit problème informatique. Excusez-nous, on peut patienter quelques instants. N'hésitez pas à couper vos micros. Allez, on va commencer la présentation. Donc, on va démarrer par une petite présentation du Crédit social des fonctionnaires, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour faire très rapide, le Crédit social des fonctionnaires est une association loi 1901. Donc, on a été créé par des agents de la fonction publique pour les agents de la fonction publique. Le but, c'était de mettre en place un fonds mutuel de garantie pour sécuriser l'octroi des prêts des agents, des fonctionnaires, pour accéder à la propriété. Donc, aujourd'hui, nous accompagnons tous les agents de la fonction publique, quel que soit le statut, mais également tous les salariés du privé qui répondent à une mission de service public. Nos équipes permettent de sélectionner des solutions de crédit, d'assurance et d'épargne qui va être le plus adapté à vos projets. Ah, excusez-moi, j'entends un micro. Hop, je coupe tous les micros. Au niveau de nos services, on revient juste sur la slide d'avant. Donc, nos principaux services, nos domaines d'intervention sont le financement du prêt immobilier, la recherche de partenaires pour le regroupement de crédit, qu'on soit dans une situation de mal-endettement ou tout simplement pour un nouveau projet. Nous accompagnons également sur le prêt personnel, le prêt à la consommation. Donc, ça peut être l'achat d'un véhicule, les travaux à effectuer dans la maison et l'épargne retraite avec notre entité en gestion de patrimoine. Et ensuite, on a une entité qui s'appelle CSF Assurance, et c'est une assurance dédiée pour les agents de la fonction publique, donc notre propre assurance pour assurer le prêt immobilier. Donc, on va revenir de toute façon sur les étapes du prêt immobilier avec Alain qui va nous expliquer l'accompagnement du CSF. Aujourd'hui, on parle de 5 grandes étapes pour acheter un bien immobilier. Donc, la première qui est la définition de la capacité d'emprunt, la simulation du financement avec un conseiller. Déjà, c'est la première étape pour ensuite partir sur la recherche du bien. Et une fois qu'on a trouvé le bien, grâce au CSF, on va tout simplement alors, effectivement, grâce aux partenaires du CSF, on va vous expliquer notre accompagnement avec nos partenaires immobiliers. Et ensuite, une fois qu'on a donc défini la capacité d'emprunt, la recherche du bien, on va signer le compromis de vente pour le bien. Et ensuite, on a des étapes de recherche de financement et la signature de l'offre de prêt et de l'assurance emprunteur. Donc, pour l'instant, on va démarrer sur les 3 premières étapes et je vais laisser Alain vous expliquer voilà, comment se passent ces étapes-là. Oui, bonjour à tous. Alors, la première étape, comme l'a dit Mariama, c'est effectivement la définition d'une capacité d'emprunt, donc pour que les personnes puissent avoir une vision sur un budget pour lancer des recherches, c'est important d'avoir une capacité au plus proche de la faisabilité que pourra avoir ce projet auprès des partenaires prêteurs. Donc, qu'est-ce que c'est la capacité d'emprunt? De manière assez basique, c'est tout simplement le montant maximum qu'un individu ou un foyer peut emprunter auprès d'un établissement bancaire. Donc, vous allez entendre parler de manière très générale des 35%, puisque c'est le seuil le plus commun utilisé par les partenaires bancaires pour déterminer ce taux d'endettement maximum. Taux d'endettement, c'est 35%, ça correspond à l'ensemble des échéances de crédit de l'individu ou du ménage, ramené effectivement au niveau de revenu. Donc, tout simplement, effectivement, les 65% restants servant effectivement à faire face au coût de la vie, à l'alimentation, élever les enfants, etc.
Une sécurité, bien évidemment, pour les emprunteurs, notamment lorsque vous partez sur des durées élevées. La capacité d'emprunt, ça prend effectivement en compte les revenus, fixes ou variables, par rapport donc aux charges, comme vous le disiez, tout ce qui est crédit. Alors, crédit au sens large, hein, c'est effectivement prêt immobilier, prêt à la consommation, ça peut être des LOA pour des véhicules, etc. Ou éventuellement, il y a aussi des charges familiales à prendre en compte dans ce calcul-là. Il y a une autre notion qui est prise en compte par effectivement les banques, c'est cette notion de reste à vivre. Donc, une fois qu'on a payé toutes ces charges, donc la première étape, effectivement, c'est d'être en dessous des 35% d'endettement, c'est ce qu'on vient de voir, mais c'est également d'avoir un reste à vivre suffisant en fonction du nombre de personnes au foyer. Donc, il y a des normes de reste à vivre en fonction du nombre d'enfants, notamment, à respecter, où la banque va s'assurer que le projet est viable sur du long terme et ne mette pas en danger la vie de la famille. Également, des choses qui sont à prévoir, c'est tout ce qui est projet futur. Les banques sont de plus en plus attentives, notamment à tout ce qui est rénovation énergétique. Si vous achetez des biens sur des classifications DPE, E, F ou G, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir une attention particulière à pouvoir faire ces travaux-là sur du moyen terme, en tout cas, pour améliorer l'économie d'énergie du logement que vous achetez. Alors, il y a quelques critères que l'on regarde lorsque l'on reçoit les agents dans une capacité d'emprunt. Donc, l'exercice du conseiller CSF, c'est bien de vous donner toutes les clés de lecture pour préparer au mieux le projet. La première chose, c'est effectivement la tenue des comptes. Ça, c'est très important pour l'ensemble des banques. L'exercice du prêt immobilier, c'est effectivement l'occasion pour les banques de récupérer des nouveaux clients avec qui elles vont pouvoir travailler pendant de nombreuses années. Par conséquent, elles sont très attentives à ce que la tenue des comptes soit la plus optimale possible lorsqu'ils décident d'accorder un prêt immobilier. Donc, effectivement, absence de commission, de dépassement, des soldes bancaires, des balances bancaires positives, etc. C'est des choses qui sont effectivement particulièrement regardées. Donc, ça permet de travailler cet aspect-là très en amont du projet lorsque, notamment, on est dans cette phase de recherche. Prise en compte des frais annexes aussi, puisqu'effectivement, dans un projet immobilier, il y a le coût du bien, hein, évidemment, mais il y a aussi tous les frais qui vont venir se rajouter derrière, donc en l'occurrence les frais de notaire, qui sont une grosse partie, notamment dans l'ancien, mais il peut y avoir également des frais d'agence qui vont se rajouter, des frais de garantie, soit d'un organisme, soit d'une prise hypothèque, un coût d'assurance, des frais de dossier, etc. Donc on détaille l'ensemble de ces frais pour que, encore une fois, le projet soit le plus solvable possible en tenant en compte de l'ensemble de ces frais. Apport personnel, ça c'est de plus en plus regardé par les établissements bancaires par rapport aux normes HCSF dont je vous ai parlé précédemment. Donc là encore, dans le cadre de la préparation d'un projet, c'est le bon moment pour travailler cette partie-là, très en amont du projet, s'assurer qu'il y ait un apport suffisant pour que le projet soit solvable auprès d'un maximum de partenaires bancaires, mais également pour qu'ils puissent obtenir les meilleures conditions de financement. Et enfin, l'épargne résiduelle, la banque va être particulièrement attentive à ce qu'il y ait une épargne suite au projet pour faire face aux aléas de la vie et que le ménage n'ait pas besoin de s'endetter a posteriori. Alors, comme on l'a vu pour des travaux d'amélioration d'énergie ou des projets personnels, mais pas que, ça peut être effectivement des aléas qui sont non prévisibles et auquel cas, effectivement, cette épargne résiduelle est particulièrement importante. En fonction des projets également, l'épargne résiduelle va être plus ou moins regardée. C'est le cas notamment sur les projets de construction où là, effectivement, les banques savent que dans la majorité des cas, le budget est dépassé. Et donc, l'épargne résiduelle a une importance vraiment très importante pour ces ménages-là. Alors, un exemple de plan de financement qu'on vous a pris sur voilà, un foyer à 4 800 € de revenus, sur un RFR pour justement l'éligibilité au prêt à taux zéro.
On voit effectivement que dans le neuf, on a un impact prêt à taux zéro important, hein, puisqu'effectivement, sur ce projet de 422 000 euros, ben, il y a 157 000 euros à taux zéro, donc forcément, ça fait une grosse différence. Ce qui n'est pas le cas dans l'ancien, où effectivement, dans l'ancien, on n'a pas d'éligibilité au prêt à taux zéro, sauf à avoir un volume de travaux très important, mais c'est effectivement pas la majorité des projets. Et auquel cas, effectivement, dans l'ancien, pour le même budget, on a une enveloppe qui descend à 340 000 euros. Donc là encore, dans l'exercice de la capacité d'emprunt, pour orienter les agences sur leurs recherches, on est amené effectivement à faire ces doubles calculs pour qu'effectivement l'agent puisse avoir une vision à la fois sur sa capacité d'achat dans le neuf, à la fois sur sa capacité d'achat dans l'ancien. Alors, on voulait aussi vous parler des offres de financement, puisque aujourd'hui, alors certains ministères proposent des dispositifs liés à l'accession à la propriété. Dans le privé, on va avoir Action Logement. Il faut savoir que nous aussi, dans le cadre du partenariat, parce qu'aujourd'hui, on a un partenariat national avec le KS-CNRS, qui fait qu'on met à disposition ponctuellement des offres. En majorité, ces offres sont dédiées à l'accession à la propriété. Donc, ce sont des offres qu'on va pouvoir aussi intégrer dans le plan de financement. Donc là aussi, ça va être un plus, que ce soit pour augmenter la capacité d'emprunt ou bien diminuer les mensualités. Donc ça va vraiment être en fonction du choix de l'agent. Mais les dispositifs qui sont gérés aussi par le CSF de certains ministères, si l'un de vos conjoints sont dans des ministères pour lesquels on gère des dispositifs, on va aussi pouvoir les intégrer. On a vraiment cette connaissance de ce qui se fait et dans le privé et dans le public pour optimiser le plan de financement et vous accompagner dans votre projet d'accession à la propriété. Donc là, on a défini la capacité d'emprunt. Donc, on a fait le tour de tout ce qui était possible pour la capacité d'emprunt. Une fois qu'on a la capacité d'emprunt qu'on a vue avec le conseiller, on va pouvoir commencer ces démarches pour trouver son bien. Donc, sur la partie choisir sa formule ou son bien, je vais te laisser continuer. Alors effectivement, une fois que la capacité est connue, que le montant est connu, l'agent va pouvoir effectivement faire les recherches grâce notamment à l'accompagnement du CSF, donc au travers de deux types d'accession. Alors l'accession libre, ça c'est ce que l'on connaît de manière la plus générale, hein, soit dans le neuf auprès des promoteurs, soit dans l'ancien directement auprès soit d'agents immobiliers, soit sur Internet directement, soit par le biais de l'accession aidée, l'accession maîtrisée auprès des bailleurs sociaux, où là effectivement il y aura des modes d'accession un peu moins répandus, que sont la location-accession, le bail réel et solidaire, l'achat en TVA réduite ou éventuellement l'achat d'un logement social directement dans leur parc ancien. Donc ça, ce sont des dispositifs sur lesquels effectivement le conseiller CSF peut vous accompagner pour effectivement bénéficier de ces dispositifs maîtrisés. Alors un petit focus rapidement sur les deux les plus répandus, c'est la location-accession. Donc l'agence signe un contrat de location-accession sur un bien en livraison. Lors de la livraison, il y a une période de location pour voir effectivement si le bien convient. Cette période de location, elle va de 6 mois à 24 mois, entre 6 et 24. Si le logement convient, à ce moment-là, le locataire du bien peut demander la levée de l'option et devenir propriétaire. Donc pour ça, il faut effectivement se renseigner auprès d'un bailleur, trouver le bien qui correspond aux critères de recherche et respecter un certain nombre de critères, notamment des critères de revenus. Ça permet effectivement pour un premier achat d'accéder à une position particulièrement avantageuse sur des programmes qui, en tout cas aujourd'hui, sur le secteur, sont assez variés et assez nombreux. Entendu, merde. Comme on a pu noter, mais qui ne sont pas exhaustifs, hein, la TVA taux réduit, une exonération de taxes foncières pendant 15 ans et une garantie fournie par le bailleur, notamment de relogement, etc. Deuxième programme qui est proposé par les acteurs
de l'accession sociale, c'est le bail réel et solidaire, qui est assez récent, plus récent en tout cas que la location-accession, et qui s'adresse notamment à des agents qui souhaitent habiter dans des secteurs très très tendus, sur lesquels effectivement la location-accession est un peu plus rare. Le principe de la bail réel et solidaire, c'est que l'agent est propriétaire du logement, mais reste locataire d'une partie du foncier auprès de l'organisme du foncier, la foncière, en tout cas l'organisme social. À ce moment-là, effectivement, le prix d'acquisition est plafonné. Donc, on a des prix qui sont effectivement nettement inférieurs au prix du marché. Par contre, effectivement, à la revente, il y a la garantie du bailleur, mais par contre, il y a un plafonnement de la plus-value en fonction, effectivement, de l'indice qui est donné par le bailleur qui garde la main mise sur la revente par rapport au fait qu'effectivement, la partie foncière appartient toujours à l'organisme. Donc, c'est effectivement également un dispositif qui permet effectivement d'être complémentaire à ce qui existe dans le logement libre et pour certains agents d'accéder à la propriété dans des conditions avantageuses pour éventuellement basculer sur un deuxième achat dans le logement libre. Donc, comme on l'expliquait, nous aujourd'hui, ce qu'on a souhaité faire, c'est aussi pouvoir accompagner les agents donc, sur la partie financement et recherche de financement, mais surtout sur la partie recherche de logement. Donc, pour ça, on a à la disposition des agents deux plateformes. Une plateforme libre d'accès qui est CSF Logement, où là, on va regrouper les partenaires nationaux, notamment les bailleurs sociaux, des mandataires des agences immobilières, où là, vous allez retrouver tous les liens. Alors, en priorité sur l'accession à la propriété, il y a quelques offres dans la location, mais vraiment accession à la propriété. Ensuite, il y a une autre plateforme qui va être gérée par notre entité en gestion de patrimoine, mais pour lesquelles nos conseillers ont aussi la vision. C'est une plateforme d'immobilier neuf. Donc, on a la vision de tous les promoteurs immobiliers au niveau national qui vont pouvoir vous accompagner soit sur l'accession en résidence principale, mais on peut aussi vous accompagner sur la résidence locative ou secondaire. Donc, pareil, en local, on a développé pas mal de partenariats donc, avec tout type de partenaires immobiliers, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les promoteurs, les agences immobilières, les constructeurs de maisons individuelles. Aujourd'hui, quand vous venez pour le financement, on peut aussi, si vous le souhaitez, vous aider dans la recherche de biens. Et là, vous mettre en relation avec nos partenaires immobiliers. Donc, une fois qu'on a défini la capacité d'emprunt et qu'on a trouvé son bien, on va partir sur la troisième étape qui est financer et assurer son projet. Alors, financer et assurer son projet. Donc là, comme on a vu, le début, c'était l'estimation de la capacité, la recherche de biens, c'est ce qu'on vient de voir. Troisième étape, c'est la recherche de financement. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est rechercher un partenaire financier le plus adapté en fonction des conditions de marché pour obtenir une suite favorable à une demande dans les conditions les plus avantageuses lorsque le compromis est signé. Donc ça fait partie du travail du conseiller CSF d'aller solliciter l'ensemble des partenaires pour l'ensemble des projets des agents et les défendre pour obtenir les meilleures conditions. Donc, bien évidemment, ça passe par le montage du dossier jusqu'à l'accord du prêteur et l'accompagnement jusqu'à l'acte de vente définitive. Ce qu'on souhaite, effectivement, c'est que l'agent soit accompagné pas à pas de la capacité jusqu'à l'acte définitif. Voilà. On sait que, notamment sur un premier achat, c'est très, très important d'être accompagné par un expert du prix immobilier dans ces étapes-là pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, comme vous disiez, Mariama, on a effectivement une assurance de prêt dédiée aux agents de la fonction publique qu'on gère directement au niveau du CSF depuis de très nombreuses années. Donc, l'idée, effectivement, c'était de protéger au mieux les agents de la fonction publique. Comme on vous l'a dit, on est une association de fonctionnaires. Donc, ce contrat avait été créé il y a déjà plus de 30 ans sans aucune exclusion pour l'ensemble des agents de la fonction publique et permet effectivement de sécuriser les prêteurs dans le projet et sécuriser également les agents pendant toute la durée du prêt.
Donc, pour le coup, en fonction des projets, on peut analyser les garanties, lancer des démarches d'analyse au niveau de la santé auprès de nos médecins conseils pour effectivement étudier le plus en amont possible les solutions d'assurance qui peuvent se présenter. Alors, c'est vrai sur des nouveaux projets, bien évidemment, mais ça peut être également vrai sur des prêts qui sont déjà en cours, sur lesquels, effectivement, l'agent veut avoir une vision sur ses garanties, sur le prix de son assurance auprès de sa banque, etc. À ce moment-là, on fait une analyse complète de son contrat, des garanties, des exclusions et des points qu'il faut effectivement analyser ou éventuellement corriger pour être couvert le mieux possible en fonction des situations de vie de chacun. Alors, un petit focus, là, on a fait sur la loi Lemoine, hein, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais qui n'est encore pas très répandu. C'est notamment cette partie suppression des questionnaires de santé pour certaines typologies de dossiers, notamment pour des dossiers où la partie assurée est inférieure à 200 000 euros et l'âge des assurés est inférieur à 60 ans à la fin du prêt. À ce moment-là, effectivement, il n'y a plus aucune formalité médicale. Donc ça, là encore, effectivement, c'est important de le savoir, notamment lorsque on a peut-être déjà fait un prêt en ayant rempli des formalités médicales avec des exclusions, etc., puisque l'agent est tout à fait en droit de refaire une étude en rentrant dans ce cadre de la loi Lemoine. Mais bien évidemment, c'est également vrai pour tous les nouveaux projets. Donc, lorsque l'on étudie un projet adhérent, on va effectivement interroger sur ces critères-là et renseigner les agents lorsqu'ils rentrent dans ce cadre de ces formalités réduites, qui permet notamment, c'est ce qu'on avait noté là, de bénéficier pour certains cas du droit à l'oubli, puisqu'effectivement, lorsqu'une assurance est en cours, les agents ne pensent pas forcément à réétudier le médical, ce qui peut être dommage, puisque pour le coup, il y a peut-être des surprimes qui ont été mises à l'époque, des exclusions. Donc, c'est toujours utile, effectivement, de refaire ce type d'études lorsqu'il y a une rémission, notamment au bout de quelques années. Donc là, on a pu voir les 3 grandes étapes pour préparer son projet immobilier. Donc, on arrive à la fin de la préparation du webinaire, hein, comment préparer son projet immobilier. N'hésitez pas à soit débloquer vos micros, soit utiliser le fil de la conversation si vous avez des questions. Sachant que dans tous les cas, on vous met à disposition une journée de permanence téléphonique pour poser vos questions aux conseillers des agences de Toulouse, justement dans le cadre de votre projet, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur la préparation du projet immobilier. Voilà, on se tient à votre disposition. Dans tous les cas, moi, je vais renvoyer le replay du webinaire à tous les inscrits, donc vous récupérerez la vidéo d'ici quelques jours. Et je vous renverrai le lien aussi pour la permanence. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez besoin d'informations. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des sujets peut-être que vous souhaitiez évoquer qui n'ont pas été indiqués lors du webinaire? Alors, je crois qu'on a une question. Bonjour, je m'appelle Delphine. C'était pour avoir une question parce que je sais que ce webinaire concernait aussi les agences CNRS, puisque j'ai entendu que vous aviez un partenariat avec le KAS CNRS. Alors, moi, je suis INSERM. Oui, alors on a aussi effectivement un partenariat avec l'INSERM qui est moins peut-être visible sur Toulouse, mais effectivement, on a aussi l'accompagnement avec l'INSERM. Ok, d'accord. Pour savoir si je bénéficiais en gros des mêmes choses que le CNRS. Oui, tout à fait. Oui, je vous confirme. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, dans tous les cas, quand je vais vous envoyer le mail, il y aura mes coordonnées, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. On vous remercie pour votre disponibilité, merci pour votre écoute. Parfait, merci Madame Roux. Et puis, on se tient à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous diriger vers le service social du personnel avec Madame Lisano et Madame Roux, voilà, qui nous connaissent très bien et
Vous pouvez aussi voir avec elle sans souci si vous avez d'autres besoins d'informations. Je vois qu'on a des messages, donc je vais attendre